Radioscopie. Radioscopie. Albert Ferras. Jacques Chancel. Nous sommes aujourd'hui en Aquitaine, très précisément à Bordeaux. Mon invité, Albert Ferras, président de la Fédération française de rugby. Albert Ferras, est-il aisé de veiller aux destinées de rugby? Aisé, c'est beaucoup dire. Disons que c'est agréable quelquefois, c'est difficile d'autres fois. De toute façon, c'est passionnant. Vous vous trouvez chez vous, ici à Bordeaux? Je suis un peu chez moi partout dans le sud-ouest, à Bordeaux, à Toulouse, à Perpignan, Bayonne, même à Paris. Il est certain que chaque fois que je me trouve avec des gens qui s'occupent de rugby, je suis chez moi. Vous dites, je suis un peu partout chez moi en sud-ouest, qui tendrait à prouver que le rugby est essentiellement du sud-ouest. Et on comprend mieux maintenant pourquoi il ne va pas ailleurs, dans les autres parties de la France, et c'est très regrettable. C'est pas tout à fait vrai, M. Chancel. Effectivement, il y a 10 ans, quand nous sommes arrivés à la Fédération, nous avions un problème. Savoir si nous laissions le rugby un sport régional ou si nous en faisions un sport national. Et disons que la majorité a décidé d'en faire un sport national, mais au nord de la Loire, le rugby se porte bien, avec la différence que nous n'avons peut-être pas de grandes ou très grandes équipes. Mais par exemple, en Alsace et Lorraine, nous avons 50 clubs. Dans les Flandres également. Mais qu'il ne faut pas des équipes qui peuvent aller sur un plan national. Pas encore. Mais vous pensez qu'un jour, on verra Strasbourg, Lille, Douai, Dieppe s'affronter et affronter les clubs du Sud-Ouest? Ce n'est pas impossible, car depuis quelques années, ils font un gros travail au niveau des gosses, au niveau des cadets. Et j'ai eu notamment à Reims une année 2000 gosses de 14 à 15 ans sur un terrain de rugby. Et je crois que ça, c'est positif pour notre sport. Mais les gens du Nord, comment voient-ils le rugby? Vous avez des informations, ils le regardent parce que la télévision a fait beaucoup pour votre jeu. Il faut bien dire qu'ils l'ont découvert par la télévision et surtout par les prestations de l'équipe de France, c'est indiscutable. Mais il est certain qu'il y avait très peu de supporters parce que généralement c'était des gens du Midi qui allaient pour leur situation dans le Nord ou dans l'Est et qui faisaient du rugby leur sport. Tandis que maintenant justement il y a les gosses qui commencent à y faire. Et alors là je pense qu'il y aura une clientèle de supporters et peut-être également de joueurs, du moins je l'espère. Quel est le grand jeu national? C'est le football ou c'est le rugby? Ah non, c'est le football. Le football compte non, mais je voulais que ce soit 1 million de licenciés, nous en avons 150, 160 000. Et d'ailleurs, ça nous suffit d'ailleurs. Qu'est-ce que je ferais si j'avais 1 million de joueurs? Ça serait trop. Mais alors justement, ce que vous venez de dire dément un peu ce que vous disiez il y a quelques secondes, parce que vous voulez rester dans cette chapelle et vous ne voulez pas ouvrir le rugby aux autres. C'est bien un milieu où les gens se connaissent, se comprennent à demi-mot, et c'est vrai. Oui. C'est quand même un autre univers. C'est-à-dire, c'est un sport difficile. D'ailleurs, d'autres l'ont dit mieux que moi. C'est tout un système de vie, le rugby. Vous savez qu'il existe la première mi-temps, la deuxième et surtout la troisième. Et c'est quelquefois la plus importante, celle de la plus agréable, oui. Celle de l'amitié. Peut-on dire encore aujourd'hui, en 1976, que le rugby est un jeu de voyous joué par des gentlemen? Je crois qu'on peut encore le dire. Vous pouvez le dire chaque dimanche? Je le regrette encore, car il est certain que l'agressivité, la violence règnent encore sur les terrains et c'est très très difficile à l'endiguer. Nous y apportons beaucoup de soins, beaucoup d'efforts, mais c'est très difficile. Nous ne sommes pas malheureusement comme les Britanniques, qui d'ailleurs ne sont pas très tendres, mais qui respectent les règles. On respecte l'arbitre, on respecte l'adversaire. Chez nous, je crois que c'est la majorité, mais il y a encore une minorité de joueurs, de dirigeants et surtout de supporters qui n'y ont rien compris. Un jeu pur doit être un jeu dur, nécessairement? C'est-à-dire que la façon de jouer le sport lui-même... Dur, cela ne veut pas dire brutal. Hein. Est obligé d'engendrer une certaine virilité. D'ailleurs, c'est ce qui en fait toute l'essence du rugby. Ça apprend à se battre, ça apprend à combattre. Je pense que c'est probablement, au point de vue éducatif, le meilleur sport. Parce qu'il faut être dur, il faut être violent, mais il faut surtout respecter la règle et respecter l'esprit. Et ça, malheureusement, c'est peut-être le plus difficile à acquérir. Si je vous comprends bien, Albert Ferras, il faudrait que le rugby puisse devenir obligatoire à l'école. C'est ce qui se passait en Angleterre, et il est certain que je pense que dans les écoles, on ne fait pas suffisamment de rugby. D'ailleurs, on ne fait pas suffisamment de sport. Alors là, nous sommes tout à fait d'accord sur ce point. Quand je vais en Australie, par exemple, où je vois que tous les après-midi, les gosses en plein air, alors là, je comprends qu'ils puissent faire du sport. Chez nous, ça n'existe pas et c'est regrettable. Mais enfin, ça, c'est pas mon problème. C'est probablement un problème... Si, c'est votre problème. C'est un problème de gouvernement. Justement, il y a le problème de la société, le problème du gouvernement, le problème des éducateurs. Vous pouvez peut-être, vous aussi, entrer dans le combat et le dire ouvertement. Mais ça, je ne m'en cache pas. La preuve, c'est que je viens de le répéter.
Il y a eu un match qui a été un état de grâce. Il s'agit de France-Australie. C'était vraiment très très beau. Puis il y a eu un autre match, France-Roumanie, où nous avons perdu. Cela ne veut pas dire que lorsque nous perdons, nous avons été mauvais. Mais comment l'avez-vous ressenti, vous? Bon, écoutez, ça dépend du contexte. Il est certain qu'il n'y avait rien de comparable. Nous comparons les deux matchs. Oui, les deux matchs. Il n'y avait rien de comparable entre l'équipe d'Australie qui nous fut opposée au Parc des Princes et l'équipe de Roumanie qui nous fut opposée à Bucarest. À Bucarest, l'ambiance est ce qu'elle est. D'ailleurs, après tout, le rugby, c'est comme ça. Il y a des fois c'est facile, d'autres fois ça ne l'est pas. Mais il est certain qu'il y a des matchs qui sont agréables et il y a des matchs qui sont très agréables. Alors de l'autre côté, les joueurs français n'aiment pas aller jouer en Roumanie. Et je dirais même qu'ils n'aiment pas jouer de match France-Roumanie. Car en fait, ils ont tout à perdre et rien à gagner. Et il est très difficile de les motiver. Par contre, quand nous gagnons, nous sommes très contents. Mais le jeu n'est pas toujours très bon. Parce que pour que le jeu soit bon, il faut être deux. Et il est certain qu'à partir du moment où une équipe, et c'est pas diminuer les Roumains que de le dire, pense surtout à détruire avant de construire, encore que cette fois-ci, ils nous ont montré qu'ils savaient construire, puisqu'ils ont quand même marqué un essai de grande classe. Il faut dire d'ailleurs qu'on les a aidés, parce qu'en fait, c'est nous qui nous sommes battus, et je pense que c'est pas les Roumains qui nous ont battus. Enfin, la réussite d'un essai n'est jamais gratuite, il ne faut pas penser aux autres. Juste. Nous sommes ici à Bordeaux, en Aquitaine. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas une grande équipe de rugby à Bordeaux? Ah, écoutez, si vous dites ça, mon André Moga ne va pas être content, parce que je pense que Bègle est premier ou second de sa poule, et c'est pas parce qu'ils ont perdu. De Bordeaux. Ah oui, mais Bègle, c'est Bordeaux. Oui, mais non, Bordeaux, moi, en tant que Bordeaux. Eh bien, écoutez, M. Chazet, c'est le problème des grandes villes. Bordeaux, comme il y a Toulouse, comme il y a Bagnères, comme il y a Tarbes, comme il y a Pau. C'est le problème des grandes villes. Nous avons des difficultés à Paris, nous en avons à Toulouse, nous en avons à Bordeaux. Qu'il n'y ait pas une équipe à Paris, enfin. Ben oui, parce que les gens, je crois, sont sollicités par autre chose. Le PUC, c'est à part. C'est un club dont nous avons besoin, car je crois que cela en l'esprit. Ils jouent pour, quelquefois je dirais qu'ils jouent trop pour plaisanter. Bon, mais en fait, le résultat ne les intéresse que de très petite manière. C'est honorable d'avoir une équipe comme celle-là. Mais je crois qu'il en faut. On a 3 ou 4 comme ça et nous les conservons précieusement. Mais dans le problème des grandes villes, les gens sont sollicités. Par exemple, à Bordeaux, vous avez le bassin d'Arcachon qui est à, disons, 40 ou 50 kilomètres. Bon, les gens préfèrent partir, ou à Toulouse, ils préfèrent partir au ski. Alors, la jeunesse, la difficulté n'amène pas les jeunes à venir. Je crois d'ailleurs, et je le comprends, il est peut-être plus agréable d'aller se promener, d'aller skier, d'aller faire de la voile, peut-être que d'aller se crotter sur un terrain de sport, et même sur un terrain de rugby. Car il faut souffrir pour jouer. Il faut souffrir, ça c'est sûr. J'ai joué assez longtemps, et je sais que tous ceux qui ont joué au rugby d'ailleurs ont souffert peut-être, mais en gardent des souvenirs merveilleux. Enfin, Bègle doit se réjouir de Bordeaux restant sur la touche. Je ne crois pas, non, car je sais que André Moga fait un gros effort pour justement que le rugby ait une bonne place à Bordeaux, et il y a quand même des clubs comme Mérignac, comme le Bec, comme j'en oublie encore, le SBUC qui, mon Dieu, ne marche pas trop bien. Enfin, dans ce département de la région, il y a 5 ou 6 clubs qui sont quand même en première division. Mais disons qu'il n'y a peut-être pas une équipe qui tranche et qui puisse se dire demain je serai champion de France. Et de toute façon, nous n'en avons qu'un par an, champion de France. Grâce à la télévision, le rugby a quitté ses frontières naturelles, et même ceux qui ne le comprennent pas le regardent comme un spectacle et finissent par l'aimer. Et on est frappé par 2 choses. La première, ce sont les brutalités. La deuxième, ce sont les injustices. Les brutalités sont souvent les joueurs qui les commettent. Les injustices, c'est souvent la fédération et ses sélectionneurs qui en sont les responsables. Alors, prenons d'abord les brutalités. Coup de poing, coup de pied, ça vole souvent très bas. Pourquoi ? Il est certain qu'il y a des brutalités. Il y a un dépassement du joueur, une volonté de faire mal, de gagner à tout prix ? Gagner à tout prix, je ne crois pas, mais disons qu'il y a des joueurs qui n'arrivent pas à se maîtriser, qui sont de parfaits honnêtes hommes dans la vie et qui sont des compagnons charmants et qui, dès qu'ils sont sur un terrain, n'arrivent pas à se contrôler. Ça, c'est le plus grave. Bon, nous les suspendons, nous les punissons, puis on s'aperçoit à l'usage qu'il y a des récidivistes. Alors, il est certain que nous en avons radié d'ailleurs, plusieurs, nous en radions 10 ou 15 par an, et c'est beaucoup trop. Il est certain que nous passerions de ces méthodes. Il faudrait que les gens comprennent que le rugby se suffit à lui-même et qu'il ne faut pas aller trop loin. D'un autre côté, je crois aussi qu'on exagère un petit peu le problème, car quand je jouais, je disais, j'ai reçu un coup sur la tête, maintenant ça se transforme en traumatisme crânien. Bon, vous voyez, j'ai un doigt qui a dû être coupé. Je dis a dû être coupé parce que je n'ai jamais rien su. Bon, maintenant, immédiatement, c'est la radio, c'est tout ce que vous voudrez. Alors, je crois que
On fait beaucoup plus attention à ce qui se passe maintenant qu'avant. La télévision, la presse, la radio s'intéressent davantage à notre sport et il est certain qu'on en découvre peut-être les meilleures choses mais aussi les plus mauvaises. Enfin, il y a une chose qui peut être regrettable, mais elle existe, c'est le sport qui maintenant fait appel à la loi. Regardez par exemple ce rugbyman de Brive, Laurent Desnoyers, qui ne s'est pas contenté de 6 mois de suspension infligée par sa fédération à Chic, l'ailier canadien de Narbonne, mais il a porté l'affaire devant un tribunal toulousain. Je donne cela comme exemple. Peut-être avait-il raison en lui-même, puisqu'il y a quand même 4 côtes brisées, un pneumothorax et une longue interruption de travail. Mais va-t-on en arriver là? C'est-à-dire que lorsqu'on arrivera sur un terrain de rugby, on se dira, vais-je aller dans le même temps au tribunal? Comme vous, ça m'a effrayé cette affaire-là. Non pas celle-là spécialement, mais enfin le fait que des joueurs puissent déposer des plaintes contre d'autres. Moi, je trouve que c'est lamentable. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé avec mes amis du comité directeur de mettre en place une commission spéciale de juristes pour qu'avant qu'un joueur ou un dirigeant dépose une plainte en justice, il passe par cette commission. Car 8 fois sur 10, pour pas dire 9 fois sur 10, pour pas dire 99 fois sur 100, il se cache là des affaires sordides. C'est une question d'argent. C'est-à-dire qu'à la suite d'un incident regrettable, il n'y a pas à le discuter. Bon, eh bien, il y a des gens qui disent, bon, on va en tirer un profit. Et c'est là où je suis pas d'accord. Comme dans tous les accidents. Voilà, exactement. Vous savez, c'est le conducteur qui prend un stopper, qui a un accident, le stopper l'attaque ensuite pour essayer. Bon, vous pensez que les choses sont comme ça? Exactement, et j'en suis sûr, parce que c'est sûr que c'est comme ça. Parce que si de toute façon ce n'était que pour punir quelqu'un, ça serait parfait. Mais si c'est pour lui prendre de l'argent, je ne suis pas d'accord. Mais comment se fait-il, Albert Ferras, que vous ne puissiez pas régler vos problèmes entre vous? Eh bien, c'est difficile, on ne peut pas empêcher les gens. Vous savez, il y a toujours des conseillers qui souvent d'ailleurs ne sont pas les payeurs. Bon, un joueur a reçu un choc, a été blessé, volontairement ou involontairement, c'est encore plus grave d'ailleurs quand c'est involontaire. Bon, il y a toujours des conseillers qui vont dire, bon, ben, tu n'as qu'à déposer une plainte, tu verras, tu pourras vraisemblablement monnayer ça, etc., etc. C'est là où est le drame. Alors, justement, nous voulons essayer de l'éviter. Mais de toute façon, nous n'avons pas force de loi pour le faire. Nous pouvons simplement persuader et conseiller les gens. Mais nous ne pouvons pas les obliger. À ce moment-là, on va nous traiter de dictateurs. Et en plus de ça, nous n'avons pas le droit de le faire. Mais justement, souvent, Albert Ferras, on vous traite de dictateur, on vous dit autoritaire, mais l'êtes-vous assez en cette circonstance? Vous voyez bien, vous dites maintenant, au contraire, je suis trop libéral. Non, je ne sais pas, je pose la question, mais c'est vrai qu'on dit que vous êtes dictateur. Non, mais de toute façon, c'est pas difficile. Bon, j'ai lu un jour fasciste. Ah oui, mais ça, c'est encore pire. C'est un joueur écarté de votre équipe. Écoutez, de toute façon, il faut bien que quelqu'un dirige le navire. Alors, l'autre jour, Maurice Savy, qui est un de mes bons amis d'Auvergne, a dit, la fédération, au fond, c'est un carrosse qui est mené par un cocher. Le cocher, c'est moi. Et dedans, dans ce carrosse, il y a tous les amis, il y a tous ceux qui sont là pour participer à l'affaire. Et quand le carrosse tombe dans une fondrière, nous descendons. Ça, c'est formidable, à condition que tout le monde descende et qu'il n'y en a aucun qui reste dedans. Alors, c'est ça, au fond, la fédération. Il faut bien qu'il y ait un leader, un capitaine, un patron, un gouverneur, appelez-le comme vous voudrez, suivant que votre philosophie politique vous fasse aller plutôt d'un côté que de l'autre. Mais je crois, moi, à l'autorité. Il faut bien quand même, quand on veut gérer quelque chose, qu'il y ait quelqu'un qui la dirige et qui le commande. Maintenant, de toute façon, il ne faut pas qu'il le fasse seul, parce qu'alors, à ce moment-là, il tombe dans la dictature. Mais moi, je dirige la fédération avec une équipe. Et je suis en train maintenant d'en faire une deuxième, puisque je suis en période électorale, nous avons des élections le 11 décembre, j'ai fait mon équipe, mais ne rentre dans mon équipe que ceux qui veulent bien accepter la ligne de conduite que nous nous sommes tracée. Maintenant, ceux qui ne veulent pas rentrer dans notre équipe, ils restent en dehors, c'est parfaitement leur droit. Le poste que vous occupez à la fédération, c'est-à-dire ce poste de président de la Fédération française de rugby, doit vous aider sans doute dans vos ambitions politiques. Ah, ça, justement, c'est la seule chose que je ne ferai jamais. Elle vous fait une publicité. Oui, mais politiquement, alors là, j'ai toujours dit que je ne ferai jamais de politique. Jamais vraiment. Si j'avais dû en faire, vous le redites. J'en aurais fait mon métier. Oui. Bon, comme ça ne m'a jamais intéressé, je suis intéressé, passionné par le rugby. Ça, j'ai été sollicité très souvent, je peux vous dire, je le dis publiquement, que jamais on ne me verra sur une liste politique, même pas dans ma petite commune, puisque je suis à côté d'Agen, maintenant à Boé. Je pense que je n'aurais pas engagé grand-chose si j'avais été un jour conseiller municipal, mais même ça, je ne le ferais pas. Vous vous méfiez de la politique? Je m'en méfie parce que je pense que c'est pas très joli. Et je préfère encore les mauvaises choses du rugby que les mauvaises choses de la politique. Vous préférez les mauvais coups du rugby aux mauvais coups de la politique? Absolument. Je disais tout à l'heure que certains joueurs faisaient appel à la loi, mais pas seulement les joueurs. J'ai vu des arbitres qui maintenant vont cafarder, dans le mauvais sens du mot. On m'a frappé, on m'a fait mal.
Alors, ça, c'est quand même, là, vous êtes responsable, oui, là, vous êtes le patron des arbitres. Oui, mais alors, de toute façon, moi, je suis d'accord. Hein. Un arbitre, autant je suis contre l'histoire des joueurs, autant je suis pour qu'un arbitre qui est frappé, eh bien, subisse une certaine réparation. Elle peut être d'ailleurs de diverses formes, elle peut être morale ou autre. S'il a subi des dommages, il faut quand même le lui compenser. J'ai été joueur et j'ai été arbitre, alors je connais la musique. Bon, il est certain que si les arbitres sont contestés, c'est parce que personne n'accepte les règles. Ce qui m'a le plus frappé, c'est les pays britanniques. Bon, dès que l'arbitre siffle, bon, mais tout le monde s'arrête, personne ne dit rien. En France, tout le monde conteste. Alors, s'il n'y a plus d'arbitre, il n'y aura plus de jeu, il n'y aura plus de rugby. Et c'est non seulement vrai dans notre discipline, mais dans toutes les disciplines. Alors, je crois qu'il faut respecter l'arbitre. Et nous, notre travail fédération, c'est de le protéger au maximum pour qu'en fait, on en fasse un homme tabou. Il peut se tromper. C'est comme un joueur, il n'est pas toujours en forme. Évidemment. Il peut faire des fautes. Alors évidemment, maintenant, on voit souvent à la télévision, on dit, tiens, l'arbitre a fait une bêtise. Mais moi, j'étais arbitre. Quand il faut prendre une décision à 1/100 de seconde, quand il faut dire oui ou non, il ne faut pas dire peut-être. Alors, vous pourrez bien dire oui, et puis c'était non, et non, c'était oui. Vous avez été, vous le dites, joueur, arbitre. Vous avez été international? J'étais remplaçant de l'équipe de France 2 fois et j'ai été sélectionné 7 à 8 fois, mais disons que je n'avais pas les qualités physiques, probablement, pour être international. J'étais du temps de Soro et Moga, et j'étais un petit, moi, je pesais 100 kilos, mais j'étais un petit. Vous étiez quoi, seconde ligne? Je jouais deuxième ligne. Mais alors, justement, de ce temps-là, lorsque vous étiez sur la touche, prêt à entrer sur le terrain, à remplacer quelqu'un ou à être sélectionné, vous en vouliez au président de la Fédération française qui n'avait pas eu le bonheur ou l'astuce de vous sélectionner? Non, alors absolument pas. Entre nous. Non, absolument pas. Je n'ai jamais été aigri de ne pas avoir réussi complètement ma carrière sportive. Il est certain que je l'ai réussi au point de vue arbitre, je l'ai réussi peut-être, j'espère, au point de vue dirigeant, je ne l'ai pas réussi au point de vue joueur, et ça, je ne vais pas en garder une amertume, parce que de toute façon, c'est la compétition permanente. En fait, c'est le meilleur, à mon avis, qui est international. Et croyez-moi, les sélectionneurs ne se trompent pas tout le temps, ou alors à ce moment-là, ce ne seraient pas des sélectionneurs. Bon, disons que quelquefois, on prétend qu'ils se sont trompés. Mais je peux dire que tous les gens qui ont mérité d'être internationaux l'ont été. Je ne connais pas de gars qui aient été laissés pour compte parce qu'il y avait des histoires abacadabrantes ou parce que les sélectionneurs leur en voulaient. Je ne crois pas ça. Oui, peut-être que les joueurs aient été sélectionnés, qu'ils soient devenus internationaux. Là, c'est une vérité. Mais lorsqu'ils sont internationaux, parfois on les arrête un peu trop vite. Je vais vous donner 2 exemples. J'imagine, et je suis persuadé, que la carrière de Gachassin a été interrompue trop tôt, même s'il avait fait une très grande carrière d'international. Mais quant à Joe Mazot, vous l'avez volé, vous l'avez assassiné. Non, vraiment, vous avez bouleversé toute sa vie. Mais moi, je le pense. On avait déjà eu cette conversation, je crois, avec Basket, et je m'étais un peu fâché à Dublin, dans les salons de l'ambassade de France. Je continue à dire qu'on a brisé la carrière de Joe Mazot, et pour des raisons, je crois, qui ne sont pas jolies. Écoutez, alors, monsieur Chancel, là, je m'excuse, je vais vous contredire aujourd'hui, c'est pas sérieux. Bon, vous êtes passionné. Bien, moi, je connais bien Joe Mazot et j'ai dit, et je répète, que c'est un garçon charmant avec lequel nous n'avons jamais eu de problème. Et croyez-moi, s'il avait voulu, on aurait pu en avoir et de sérieux. Bon, disons que sur le plan international et sur le plan joueur, il a des qualités indéniables. Mais disons aussi que dans le contexte international, les sélectionneurs, par exemple, je me rappelle, ont très souvent préféré Dourte à Mazot. Alors il est certain, quand vous voyez Mazot, qui est un peu le dieu du stade, qui est magnifique, et que vous voyez Dourte, qui est un garçon intelligent, puisqu'il est dentiste, mais qu'on appelait le chameau, il est certain que sur le plan physique, c'était pas pareil. Mais dites-moi, sur le plan moral, rugby, il y en a un qui était capable de se faire tuer sur le terrain, plutôt que l'adversaire ne passe, c'était le chameau. Et puis, vous aviez l'autre qui, mon Dieu, quelquefois, il a apporté moins d'ardeur. Alors, pourquoi dire les sélectionneurs se sont trompés? Bon, il a été international, Joe Mazot, il a fait des tournées, il a fait d'excellents matchs. Bon, disons que les sélectionneurs ont préféré des joueurs d'une intensité physique plus grande, beaucoup plus combatifs, car je crois qu'au niveau international, et surtout au niveau des Britanniques, vous savez, il faut se battre, hein. Mais c'est un homme du bon. Alors, je pense que Mazot, on peut penser, c'est vrai d'ailleurs, qu'il y a une part d'injustice, mais je crois quand même qu'il a eu des satisfactions sur le plan rugbyistique, bon, et que, justement, parce qu'on a trop parlé de lui, c'est peut-être ça qui a porté le plus préjudice. Vous n'aimez pas que l'on parle trop de vos joueurs? Du tout, parce que nous sommes contre le culte de la vedette. Et pourtant, je suis désolé, c'est la presse
qui a installé le rugby. C'est la télévision qui l'a installé et la presse qui l'aide. Vous êtes bien obligé de parler avec la presse. Je ne vous cache pas que nous la subissons. Non, vous ne la subissez avec pas. Avec le sourire, mais vous la recevez. Nous la recevons parce que nous sommes... Oui, c'est une obligation pour nous. Nous serions de mauvais dirigeants si nous ne le faisions pas. Mais je vous dis une chose, c'est que quelquefois nous en passerions. Alors d'un côté, on le comprend. Bon, qu'est-ce qui intéresse le public? Qu'est-ce qui intéresse le profane? C'est la vedette. Vous vous rendez compte quand un garçon, un gosse à 22-23 ans... voit sa photo sur, je ne veux pas faire de publicité, sur un grand hebdomadaire ou un truc comme ça, mais c'est formidable. Mais il faut qu'il ait la tête solide, hein. Il faut pas croire que c'est, je dirais, pour pas croire au Père Noël. Alors c'est là le drame, vous comprenez. Alors nous sommes contre la vedette, parce que le rugby est un jeu collectif, et nous sommes pour l'équipe. Et si la vedette joue en équipe, pas de problème. Mais si la vedette veut être la vedette, à ce moment-là, nous l'éliminons. Mais vous avez sans doute des coups de cœur. Il y a des joueurs que vous préférez à d'autres. C'est humain. À l'école, on appelait ça chez nous, quand j'allais à l'école communale, on appelait ça le poupette. Le poupette, oui. C'est le petit élève, vous connaissez, puisque vous êtes de Côte-Basque, ou plus exactement de Bigorre, eh bien, le poupette. Eh bien, il est certain que, probablement, de temps en temps, il y a des poupettes. Il y a des joueurs que l'on préfère parce que c'est comme ça. Et c'est inexplicable. Mais enfin, je ne pense pas quand même il n'y a que cela dans l'équipe de France, ou alors à ce moment-là, ce serait grave pour les autres. Alors maintenant, soyons tout à fait sincères, le désintéressement est-il total au royaume de l'Ovalie? Je peux dire que l'essentiel est sauvé. C'est ce que je dis d'ailleurs aux Britanniques quand ils me posent la question. Vous avez eu peur, hein? Je suis un président qui sauve l'essentiel. Et pourquoi? Parce que je crois que les Britanniques ont une idée de l'amateurisme qui n'est pas forcément celle du siècle où nous sommes maintenant. En Angleterre, c'est facile, puisque le rugby a été lancé par des gens qui avaient de l'argent, c'est-à-dire Oxford, Cambridge, tous les fils de famille. Bon, il est certain qu'en France, le rugby a touché toutes les couches sociales. Je dirais peut-être beaucoup plus ceux d'en bas que ceux d'en haut. Moi, je peux en parler puisque j'en sors. Eh bien, il est certain que le manque à gagner devrait exister. Alors, il y a des gens qui, par exemple, quand ils vont s'entraîner le jeudi après-midi et qui perdent le samedi, on devrait pouvoir leur remplacer l'argent qu'ils perdent. Ça, les Britanniques ne l'admettent pas. C'est-à-dire un défraiement. Voilà. Quand nous partons en tournée, nous donnons actuellement, je crois, 20 francs par jour. C'est pas pensable. Quelqu'un qui laisse sa famille et ses enfants. Alors, si vous me faites dire demain que vous leur donnez autre chose, je vous dis, monsieur Chancel, non. Ou si on leur donne, je ne le sais pas. Pourtant, on parle sans arrêt de mutation, de tractation, et cela laisse à penser que l'on glisse petit à petit vers le professionnalisme. Je veille au grain pour ne pas que ça se passe. Et d'ailleurs, si certains me reprochent... C'est tentant, d'ailleurs. Oui, si certains me reprochent à la Fédération un certain rigorisme, c'est parce que, justement, nous voulons éviter des transactions. Car, dans les gens qui s'occupent du rugby, il y a de tout monde. Il y a des dirigeants qui sont parfaitement valables et parfaitement respectables, et puis il se glisse de temps en temps parmi nous quelques hurluberlus qui confondent vitesse et précipitation, sport amateur et professionnalisme. Alors, nous sommes là pour veiller au grain. Il est toujours tentant à ce moment-là, un garçon à qui on propose quelque chose, de l'accepter. Bon, alors je crois que ça, il faut veiller au grain, et c'est la raison pour laquelle, pour le moment, je peux vous dire que dans l'ensemble, ça va pas si mal que ça. Et il faut dire aussi que si nous avons quelques problèmes, c'est un problème des hauts niveaux, c'est-à-dire première division. Après, deuxième division, troisième division, tous les petits clubs, il y a quand même beaucoup plus de joueurs qui jouent aujourd'hui sans que nous ayons comme problème que des autres. Mais nous sommes obligés, indiscutablement, de veiller au grain. Albert Ferras, vous le savez, il y a souvent hypocrisie au sommet. Je ne parle pas de rugby. Alors, je voudrais savoir ce que vous pensez de la décision prise contre Guy Drut. Moi, je vous dirais que j'ai aimé Guy Drut, je ne le connais pas. Je l'ai aimé beaucoup parce qu'il s'est battu, quoi. C'était formidable ce qu'il a fait. C'est lui qui a gagné sa médaille d'or, ce ne sont pas les dirigeants. Oui, mais ce que je n'ai pas apprécié, c'est son départ. Alors là, je ne suis pas d'accord avec lui. On racontera qu'il a mieux valu ci, il a mieux valu là. Moi, je dis simplement ceci. Quand on a profité de quelque chose, eh bien, on n'a pas le droit de cracher dans la soupe. Et j'ai préféré les réflexions de Mimoun, qui est comme moi un primaire, qui, à mon avis, sont meilleures que les réflexions de Guy Drut, que lui a inspiré. C'est peut-être une autre génération. Oui, mais je regrette pour le sport, pour l'athlétisme et même pour ses compagnons de combat, que Guy Drut se soit comporté de cette façon. Qu'il soit parti pour gagner de l'argent, alors totalement d'accord. Après tout, entre professeur ou moniteur d'éducation physique et peut-être la situation qui va se faire sur le plan financier, il y a un monde. Mais il n'avait pas besoin de faire tant d'histoires pour quitter quelque chose. Et dire, moi je m'arrête parce que ma situation m'appelle ailleurs, un point terminé. Enfin, je le sais, c'est un fâcheux précédent, mais nous sommes convenus de croire que tout se passe un peu de la même manière partout.
Qui peut croire aujourd'hui que les gens ne touchent pas de l'argent? Moi, je crois que... Ce que vous disiez tout à l'heure, d'ailleurs, il faut bien que ces gens-là soient effrayés. Oui, mais alors je dis ceci, vous comprenez, bon, c'est l'esprit qui compte. Moi, je suis contre le professionnalisme par esprit. Mais j'admets qu'il y ait des professionnels, et j'aime des professionnels, car il y en a qui ont l'esprit amateur. C'est une question d'esprit. Bon, le type qui est professionnel et qui se bat pour son métier et qui le fait bien, chapeau. Ce qui est mauvais, c'est celui qui, justement, prend l'argent et puis ne donne pas la contrepartie. Bon, dans les sports amateurs, bon, il est certain qu'un jour on viendra à une liberté un peu plus grande, mais sans tomber dans le système, parce que si nous tombons dans le système, c'est fini du sport. Il y a qu'à voir un petit peu l'image des sports olympiques. Oui. En ce qui me concerne, moi, je ne suis pas fâché qu'on n'y soit pas. Il faut conserver sa pureté au rugby. Il me semble. Vous êtes Albert Ferras à la tête du rugby français depuis maintenant 1968. 8 ans. Vous êtes devenu un ambassadeur, vous avez vos lettres de créance, on vous voit partout dans le monde. Vous avez véritablement l'autorité d'un ministre maintenant lorsque vous vous promenez. En profitez-vous un peu? Vous considérez-vous, avez-vous de l'ambition? Ou savez-vous qui vous êtes? Non, moi je sais pas, moi je suis dans un milieu qui me plaît, j'adore ça, j'ai des bons copains. Oui, mais quand même, l'univers a changé pour vous. Ah oui, soyez certain que j'ai vu des pays que je n'aurais jamais vus. J'avais commencé déjà d'ailleurs à en voir quand j'étais jeune, puisque j'ai fait toute l'Europe en voiture pour pêcher d'ailleurs, parce que je suis un amateur de pêche. Et il est certain que le rugby m'a permis d'aller en Australie, en Afrique du Sud, Bangkok, Hong Kong, l'Argentine, le Brésil et j'en passe. Alors il est certain que ça c'est le côté agréable, mais c'est le côté agréable pour le dirigeant, c'est le côté agréable pour les joueurs. Quand je vois ces gosses qui quelquefois comme moi sortent du rang. Vous dites encore des gosses? Oui, quand je vois ces gosses, parce que j'ai 59 ans et je peux dire des gosses. Quand je vois ces gosses découvrir ces pays merveilleux que nous voyons, mais c'est formidable pour le rugby. Jamais de la vie ils ne se paieraient des voyages de ce genre. Ils se rendent compte? Je crois qu'ils se rendent compte, et c'est la raison pour laquelle chaque fois que nous partons en tournée, nous n'avons pratiquement aucune défection. Ça leur coûte de l'argent, comme je vous dis tout à l'heure, parce que ça leur coûte de l'argent. Je crois qu'il est bon de le dire, ça. Mais, croyez-moi, ils paieraient pour venir. Et je dis toujours pareil, les matchs internationaux, tant que les joueurs français joueront pour le maillot, sans toucher un centime, car je puis vous donner ma parole qu'ils ne touchent pas un centime, et ils se battent. Ça, c'est gagné. Le jour où il faudra leur donner l'argent pour être international, ça, c'est perdu. Bon, nous parlons rugby, et il est vrai qu'il y a cette pureté. Mais à certains moments, ces joueurs qui, lorsqu'ils vont en tournée, en plus perdent un peu d'argent, ces joueurs pourraient être contaminés, se dire pourquoi nous? Pourquoi pas comme les autres? Nous pourrions en faire un métier. Mais il est vrai que s'ils en faisaient un métier, ça ne serait plus un bonheur. Je crois, non. Hein? Vous savez, les tournées, c'est formidable, car ça nous a permis de voir des garçons vivre ensemble pendant un mois. Et quand on dit des garçons, c'est-à-dire des gosses qui ont entre 22 ou 20 ans et 30 ans, c'est difficile de vivre un mois ensemble. Eh bien, ça s'est toujours bien passé. Les gosses commencent à s'apprécier. C'est peut-être ce qui fait notre force. C'est que, justement, cette répétition des tournées, même si quelquefois c'est néfaste sur le plan physique, est excellente sur le plan humain et sur le plan moral. Je crois que c'est une bonne chose, et c'est peut-être pour ça un petit peu que le rugby français a indiscutablement, je crois, progressé. Vous voulez rester longtemps encore à la tête du rugby français? Ben écoutez, je vais, comment dirais-je, en reprendre pour 4 ans. Du moins, j'espère, si je suis élu, parce que les élections, vous savez, on ne sait jamais. Et vous avez des chances quand même. Je fais tout pour avoir des chances. Ce serait un échec si vous étiez renvoyé. J'étais renvoyé dans mes foyers, ça me gênerait, car si je devais partir, je préférerais partir tout seul avant qu'on mette à la porte. Alors bon, tout dépend, pour moi c'est une question de santé. J'y passe beaucoup de temps, je passe disons 3 à 4 heures par jour à m'occuper de ce sport. J'ai une affaire qui marche pas mal parce que j'ai de bons collaborateurs, et ça c'est important, autrement je ne pourrais pas le faire. Et puis je suis passionné, disons que ça fait partie un peu de ma vie, j'y sacrifie beaucoup de choses, ma femme en sait quelque chose, puis ça fait 40 ans qu'elle ne me voit que de temps en temps. Elle vous accompagne dans les voyages? Non. C'est interdit, les femmes ne peuvent pas. C'est-à-dire que nous pensons, je vais encore me faire beaucoup d'amis, nous pensons qu'il vaut mieux que les femmes ne viennent pas avec nous. Un peu misogyne. Hein. Voilà. Alors je crois que c'est un peu... Vous le reconnaissez? Oui, je le reconnais, c'est un peu le style anglais. Vous savez, il y a le pub pour les hommes et puis il y a le pub pour les femmes. Les joueurs, si on les autorisait à emmener leurs femmes avec eux, seraient heureux ou préfèrent-ils au contraire partir comme ça, comme des célibataires? Je crois que la question ne s'est jamais posée, car vous comprenez, c'est quelque chose qui a toujours existé.
Et je crois qu'en fait, ils sont contents de se retrouver entre eux. Je crois qu'après, ils sont très contents de retrouver leurs femmes et leurs enfants. Mais disons qu'il y a un moment, une période où, mon Dieu, ils préfèrent peut-être être tout seuls. Président Albert Ferraz, vous êtes né, vous avez 59 ans, vous venez de le dire, vous êtes né à Marmande, c'est-à-dire À Tonnerre. À Tonnerre. Ah, vous êtes né à Tonnerre. Ouais. À côté de Marmande. À côté de Marmande. Mais vous avez vécu à Marmande après. Ouais, vous êtes allé à l'école de Marmande? 20 ans, oui, jusqu'au cours communautaire. Et après, vous êtes allé du côté d'Agen. Je suis allé à Agen parce que mon père était employé de gare, a été muté, et après la guerre, il s'est trouvé que j'avais pas de situation, comme beaucoup de jeunes de maintenant. J'ai échoué à Agen, et depuis j'y suis, je me suis fait une situation. Mais là, je dis une chose, c'est que le rugby m'a aidé. Le rugby m'a aidé parce que ça m'a donné l'envie de me battre. Et je me bats, même encore. Vous voyez, il y a 8 ans, je me suis fâché avec mes beaux-parents, je travaillais avec eux, et je suis reparti à 52 ans avec la fleur au chapeau. Et j'ai remonté la même affaire. Mais ça, je le dois au rugby. Je le dois d'abord à mes amis du rugby qui m'ont donné un sérieux coup de main. Et je pense aussi que je le dois au caractère que le rugby m'a forgé. Vous êtes réconcilié avec vos beaux-parents? Non. Je me réconcilie rarement. Vous êtes rancunier, alors. Assez. C'est un grave défaut. Hein, non? Je suis ignorant, disons que quand j'ai pris une position, j'ai une ligne et je la suis. Agen est une grande équipe, et on me disait tout à l'heure que vous y étiez un peu en ce moment contesté. Est-ce vrai? Qui? À Agen. Ah ben alors, c'est première nouvelle. Non, je posais la question. Non, je crois pas. Non. Je vous dirais une chose. Je ne m'occupe pas, parce que je ne peux pas m'occuper d'Agen. Je suis le club. Vous voyez, hier, par exemple, je n'avais rien à faire. Je suis allé voir le match contre Biarritz. Bon, j'ai de bons amis. Si je peux leur donner un coup de main, je leur donne un coup de main. Mais enfin, je ne pense pas à Agen avoir des ennemis. Je ne dis pas avoir que des amis. Vous êtes président de la Fédération française de rugby. Vous avez un peu triché. Vous avez un peu trahi. Vous êtes parti. Mais nous sommes partis, je suis parti avec Basquet, nous sommes partis comme il faut. Car nous sommes partis d'Agen pour nous occuper de la fédération. Nous avons laissé de l'argent dans la caisse. Et c'est bon, vous avez laissé de l'argent dans la caisse. Et nous avons laissé une grande équipe. Nous ne sommes pas partis à un mauvais moment, nous sommes partis au meilleur moment en disant voilà. Et nous avons essayé de mettre en place un président, qui est encore le président actuel, qui est entouré d'une équipe d'amis que nous connaissons. Et une fois tous les 3 mois, nous allons au comité directeur pour montrer que nous sommes quand même encore agenais. Mais de là, après, à faire des choses que la conscience réprouve pour Agen, ça n'a pas question. Cela me gêne un peu, Albert Ferraz, que vous me disiez, je suis rancunier, vous ne revenez pas sur une décision. Tout le monde peut se tromper, personne ne peut dire, j'ai raison. Ou alors, ça être investi. Oui, non, ça dépend des circonstances. Mais disons qu'effectivement, je ne suis pas facile, quoi. Je ne suis pas facile à vivre, sans doute, d'ailleurs. Coléreux moyennement. Vous savez ce que vous voulez. Je sais ce que je veux et je me bats pour mes idées. Si je peux les imposer, je ne cache pas. Et si vous ne pouvez pas? Mais j'accepte la loi de la démocratie. Vous savez, j'ai un comité directeur, j'ai un bureau où il y a des discussions quelquefois qui durent des heures. Mais quand la majorité a décidé quelque chose, bon, on l'accepte. Dire qu'une fois que c'est pas arrivé. J'avais été battu par 7 voix contre 2, j'ai dit à juger, c'est fait. Alors depuis mes amis d'ailleurs ironisent, c'était pas très important. Puis après ils me disent au fond peut-être bien fait. Albert Ferraz, vous êtes également chef d'entreprise, entrepreneur. Êtes-vous content du gouvernement en ce moment? Vous savez, content, on n'est jamais content. Moi je vais vous dire une chose, c'est que... Vous avez combien d'employés d'abord? J'en ai une 40aine. J'ai toujours été content, moi. Ça paraît bizarre actuellement, tout le monde dit ça va mal, c'est catastrophique. Eh bien moi, je me contente de ce que j'ai. Et il y a 50 ans, ou maintenant 60, les 10 premières années ou les 15 premières années, ça ne comptait pas. Mais depuis, j'ai toujours été satisfait. Car je pense que c'est une philosophie d'être toujours à réclamer, d'être toujours à pleurer, d'être toujours à se plaindre. Je crois qu'on ne peut pas être heureux. Et même quand ça va mal, moi, eh bien, j'essaye de me faire une philosophie en disant ça pourrait aller plus mal. Je regarde toujours ceux qui sont en bas et jamais ceux qui sont au-dessus de moi. Et c'est pour ça peut-être que je suis un homme heureux. Que faites-vous dans votre entreprise? Je suis négociant en bois, matière de construction, carrelage, etc. Et comme je vous dis, j'ai une bonne équipe. Vous voyez, par exemple, il y a eu la finale l'an dernier. Eh bien, j'ai payé le voyage à mes collaborateurs, tout. Les femmes, tout le monde est parti. C'est-à-dire 80 à peu près, quoi. Oui, eh bien, en revenant, ce qui m'a fait le plus... Frais généraux. Oui, les frais généraux, oui, mais en fait, c'est des bons frais généraux, ça. Quand toute la maisonnée est revenue, vous savez comment on m'appelle maintenant? On m'appelle tonton Albert. Eh bien, je préfère qu'on m'appelle tonton Albert que de m'appeler autrement. Si tous les patrons faisaient que vous, ce serait quand même sympathique. C'est du paternalisme, ça plairait pas encore à tout le monde. Vous pensez véritablement que le paternalisme... mais ce n'est plus de paternalisme, là. C'est de l'amitié, non? Je crois, oui, ça a dépassé le... On confond les mots, peut-être, maintenant. Peut-être bien. 3 patrons sur 4, paraît-il, pensent que la gauche va passer. Vous êtes patron. Oui. Alors, quelle est votre opinion? Si la gauche passe, j'essaierai de m'en accommoder.
non seulement sur le plan professionnel, même sur le plan sportif. Je ne vous cache pas que j'ai été en excellent terme depuis 10 ans avec les 3 ministres des Sports qui se sont succédés, parce que je pense que c'est mon devoir. Nous n'avons aucune raison d'être en conflit permanent avec ceux qui nous dirigent. Maintenant, ce qu'il faut surtout, c'est leur dire ce que nous avons envie de leur dire. Et je n'ai jamais caché à aucun ministre ma pensée. Et quand je suis d'accord, je leur dis, monsieur le ministre, je suis d'accord. Et quand je ne suis pas d'accord, je dis, monsieur le ministre, je ne suis pas d'accord. Et si demain j'ai un ministre de la gauche, eh bien, j'essaierai de garder la même philosophie, de lui dire la même chose. Mais systématiquement, je ne serai pas contre ou pour. Mais j'imagine que votre titre de président, votre situation au sein d'un grand jeu, ont dû aider terriblement votre position d'homme d'affaires. Ça aurait été, oui, c'est vrai d'ailleurs, il ne faut pas le nier, on se fait beaucoup d'amis, on se fait connaître, mais si je n'ai pas une... C'est plus facile pour vous maintenant. Oui, je n'ai pas, si j'avais une entreprise nationale, il est certain que ça m'aurait beaucoup plus servi. J'ai une entreprise, disons, pratiquement à Genèse, ça me sert aussi, parce que si je fais de la publicité, par exemple, en disant... je ne vais pas en faire au micro, parce qu'autrement, je risquerais d'être condamné. Non, parce que je fais une publicité. Bon, il est certain que les gens, quand ils ont vu Ferras sur ma publicité, ils savent qui c'est. Bon, si je m'étais appelé Tartampion, ils auraient dit qui c'est celui-là. Alors ça fait partie du côté positif. Mais en contrepartie, je pense que j'apporte quand même quelque chose à la collectivité, parce que je suis un bénévole. Il y a des gens qui pensent que je touche de l'argent à la fédération, et que nous touchons de l'argent, mes amis et moi. Mais ils se trompent. Si. Il y en a qui croient que ça nous rapporte. Ça nous apporte des ennuis et ça nous coûte de l'argent. Maintenant, de notre côté, bon, il faut bien le dire, nous avons nos frais de déplacement remboursés. D'ailleurs, c'est obligatoire et c'est humain, parce qu'à ce moment-là, si quelqu'un n'avait pas une situation personnelle, il ne pourrait pas être dirigeant de fédération. Mais alors, disons bien que tous les gens qui s'occupent non seulement de la fédération, mais des comités et des clubs, sont des bénévoles. Et heureusement qu'il y a ces bénévoles, car je crois que s'il n'y avait plus de bénévoles, je me demande où irait le sport français. Albert Ferras, vous êtes président de la Fédération française de rugby depuis maintenant 8 ans. Peut-on dire que depuis 68, votre chiffre d'affaires dans l'entreprise a doublé, triplé, décuplé? Non, écoutez, quand j'étais dans l'affaire familiale, nous avions 40 employés. J'en suis parti, vous savez dans quelles conditions, en me battant. Et j'ai retrouvé 40 employés. D'abord, je n'aspire pas à aller plus loin. Vous êtes devenu concurrent, alors? Oui, c'est ça. Je suis un homme heureux. Je ne veux pas aller plus loin. Vous savez, je pense que je n'aspire pas à être le plus riche du cimetière. C'est quelque chose, d'ailleurs, qui ne m'intéresse pas du tout. Bon, alors, je pense qu'à partir du moment où j'ai, disons, ce qu'il faut pour vivre, où je n'ai pas besoin, comme quand j'étais jeune, car mon père était employé de gare, quand nous arrivions au 28 du mois, il attendait la paye parce qu'il y avait 2 jours à passer. Alors ça, je crois que c'est pas facile. Mais malheureusement, je l'ai connu. Nous étions heureux quand même. Vous n'êtes pas malheureux, mais enfin, disant qu'il fallait compter beaucoup plus que ce que je suis obligé de faire maintenant. Alors, pourquoi voulez-vous que je demande davantage? Moi, je trouve que ça va très bien comme ça. Mais comment réagit le président Albert Ferras lorsque, je crois que ça n'est pas très souvent arrivé, il est accueilli sous les huées? Par les huées. De toute façon, je veux dire une chose, c'est que je le sais avant d'y arriver, je suis des endroits où je me fais critiquer. Pas frappé quand même. Bon, j'ai pris un jour une bouteille, mais enfin, le gars m'a manqué, par conséquent, j'ai dit j'ai eu de la chance. Ça m'est arrivé une fois. Ça peut arriver d'ailleurs. Vous pouvez répondre dans ces cas-là. Je ne peux pas répondre parce que le type est parti en courant. Parce que mais vous le feriez. Hein. Ah oui. Ça, généralement, les gens qui vous attaquent se le font toujours par derrière. C'est ça qui me fait le plus mal. Par devant, jamais. Par derrière, toujours. Et généralement, le type qui lance une bouteille ou qui lancera un coup de poing ou un coup de pied, il part en courant. Alors, c'est pas très courageux. Quant après au colibé, tout ça, je sais où j'ai des problèmes. J'ai toujours eu des problèmes d'ailleurs depuis que je suis président. Mais ce n'est jamais les mêmes. J'ai été fâché, par exemple, avec les Catalans. Maintenant, je suis allé en Catalogne la semaine dernière. Bon, je crois qu'il y a que j'ai entendu deux types qui m'ont tous payé. C'est peu, ça. Mais si j'étais allé il y a 3 ans, j'en aurais entendu 10 000. Les choses vont mieux, là. Bon, alors ça va mieux. Maintenant, il paraît que je suis en conflit avec Côte-Basque. Bon, mais après, j'étais en conflit avec Narbonne, puis avec Béziers, puis avec Brive, puis j'ai toujours en conflit avec quelqu'un et en quelque part. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où je bouscule certaines traditions et où je pense que je fais mon travail comme je dois le faire avec mes amis de la fédération, automatiquement, je ne fais pas plaisir à tout le monde. Mais tant pis. Enfin, le jour où vous serez aimé, c'est que vous aurez décidé de partir à la retraite. Je serai mort. C'est pas sûr. Parce qu'il faut quand même, il faut aimer ce jeu pour aller jusqu'au bout, pour en rester le président. D'ailleurs, dans tous les jeux, dans toutes les associations, dans toutes les fédérations, on peut dire, je crois, que le rugby se porte bien, il est en expansion, il a une situation financière qui n'est pas du tout détestable, on peut dire même qu'il a une certaine puissance.
vous avez beaucoup d'argent, la fédération. Mais non, alors là aussi, vous comprenez, il faut que nous sommes les moins pauvres des fédérations. On m'a dit puissance financière. Mais non, c'est inexact. Pour la bonne raison que tout l'argent que nous avons, nous le donnons au club. Bon, alors ce que nous faisons quand même, nous avons de certaines réserves. Bon, pour ne pas justement être tributaires des uns et des autres, car nous voulons être indépendants de tout le monde, et même sur le plan politique. Et je pense que l'indépendance commence d'abord par l'indépendance financière. Il est certain que celui qui va tirer les sonnettes, c'est lui difficile d'être indépendant. Mais de là à dire que nous sommes très riches, c'est pas difficile. Nous prenons tout l'argent aux grands clubs pour le donner aux petits. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs les grands clubs souvent sont très raisonnables, parce qu'ils n'ont pas les moyens. Qu'est-ce que vous croyez? Le budget du club le plus important, mettons, si vous voulez, de la moyenne des 10 plus importants clubs français, est d'environ un ancien franc de 60 à 80 millions par an. Ça n'a rien de comparable avec certains budgets d'autres sports que vous connaissez. Par exemple, football, par exemple. Hein, et aux États-Unis, où les rugbymen professionnels ont un budget de 3 ou 4 milliards anciens. Alors, avec 80 millions, quand il faut faire vivre 10 équipes et une école de rugby, il ne reste pas grand-chose pour faire des folies. Il y a combien de licenciés en France? Nous sommes environ dans les 160 000. Et combien de clubs? 1600. On peut imaginer qu'un jour, il y aura de grandes équipes partout dans le monde. Bon, il y a maintenant l'équipe de Roumanie, c'est la preuve, elle vous a battu, elle est bonne depuis un moment. Il y a les Américains. L'Argentine aussi. L'Argentine, vous y allez d'ailleurs, vous faites une tournée en Argentine. Une fois, on va y revenir. Bon, il y a l'Amérique, on peut penser qu'il y aura de grandes équipes américaines dans les années à venir, non? C'est probable. Vous voyez, en Amérique, c'est certains garçons qui, lassés de l'agressivité de l'argent, ont voulu faire du sport pour s'amuser. Alors, si les rugbymen américains gardent cet esprit, je pense que ça marchera. Si par contre, ils veulent tomber dans le professionnalisme, nous ne jouerons pas contre eux. Et en Russie? En Russie, c'est le même problème. Les Russes ont décidé de pousser deux sports, le volley et le rugby. Et je crois que si les Russes décident quelque chose, ça va marcher. Et là, c'est pas le même problème. Il n'est pas question d'argent. Il est question peut-être à ce moment-là de faire très attention que ça ne devienne pas, au fond, un fait national. Vous comprenez? Bon, gagner d'accord, mais gagner à tout prix, ça va plus. Alors répondez-moi un peu franchement maintenant, parce que nous avons abordé un peu la question tout à l'heure. Souhaitez-vous, Albert Ferraz, que le rugby soit limité au sud-ouest? Non. Vraiment? Non. Vous pensez qu'il y aura des grandes équipes ailleurs, là? Je le souhaite. Vous les aiderez. J'ai même dit, quand je suis allé dans ces pays, que peut-être c'est eux qui sauveront le rugby un jour, par leur esprit. Car croyez-moi, ces gens-là, c'est des purs, ils ont un esprit magnifique. Bon, alors il est certain qu'ils ont des difficultés parce qu'ils n'ont pas de spectateurs ou très peu, et ça, tout ça, c'est l'éternel problème, parce qu'il n'y a pas de grandes équipes. Mais je crois qu'il est absolument nécessaire que le rugby, sans vouloir prendre la place d'autres disciplines, devienne un sport nettement national pour qu'il y ait des équipes de première division un peu dans toute la France, et je crois que ça serait parfait. Nous avons parlé des joueurs, et c'est bien évident, mais il y a également les spectateurs, et vous savez que, en certaines circonstances, le chauvinisme entraîne et attise la violence. Comment faire? Je crois que c'est un problème de société. Bon, de toute façon, nous prenons des sanctions en suspendant des terrains, en punissant des dirigeants et des joueurs, souvent à cause des spectateurs. Je pense que c'est pas très bon. Bon, les gens sont ce qu'ils sont. Bon, je pense que c'est vrai partout. À partir du moment où la passion l'emporte sur la raison, c'est fichu. Enfin, ceux qui appellent à la guerre sont souvent les plus médiocres sur les stades. C'est toujours les plus médiocres. Moi, je disais souvent, quand j'arbitrais, bon, ceux qui crient le plus sur un stade, c'est ceux qui commandent pas chez eux. C'est ceux qui ont peur de leur femme. Bon, et c'est sûr, parce qu'ils vont se défouler. Chez eux, ils ne peuvent pas commander, ils vont crier sur le terrain. Alors quand ils ne font que crier, il n'y a que demi-mal. Mais quand ils se livrent à des excès, alors là, c'est grave. Et puis, il y a une question qui me brûle les lèvres, c'est la place des vrais spécialistes. Vous pensez que dans votre fédération, vous êtes entouré des meilleurs? Les sélectionneurs sont-ils les meilleurs de la profession? Parce que je n'y vois pas, je reviens encore à mon ami Chassin, je n'y vois pas Albaladejo, je n'y vois pas Mias... Enfin, Jean Prat, et pourquoi a-t-on abandonné Jean Prat, qui était quand même monsieur rugby Vous savez, de toute façon, là aussi c'est une équipe. Vous vivez en chapelle. Non, pas tellement. Les sélectionneurs, ce sont tous anciens internationaux. Bon, il y en a beaucoup d'anciens internationaux. Alors nous prenons surtout, et nous préférons prendre des gens qui ont fait leurs preuves, non pas sur le plan international, mais sur le plan dirigeant. Pour être sélectionneur à la fédération, là je n'ai qu'à faire un appel d'offres ou appel à candidature, demain je vais en avoir 50. Mais pour que les anciens internationaux fassent de l'arbitrage, s'occupent d'un club, là personne ne se bat au portillon. Alors, je dis aux internationaux, commencez à prouver, en dehors de votre valeur, commencez à prouver quelque chose en tant que dirigeant, et à ce moment nous reprendrons la question. Or, je constate une chose, c'est que tous les gens que vous m'avez cités, pratiquement, aucun n'a réussi dans son club. Alors il y a bien des raisons,
Mais si on ne réussit pas dans le club, pourquoi voulez-vous qu'on réussisse au niveau national et international? C'est une critique que vous faites là. Exactement, c'est parce que vous m'avez amené à faire. Mais vous aimez bien d'ailleurs combattre. Hein. Ah, si. Vous êtes un homme de guerre. Ah, pas de guerre, non. Hein? Non, mais j'ai fait mauvais soldat d'ailleurs. Enfin, rien ne vous arrêtera. Ah, enfin, ici, il y a des choses qui m'arrêtent, mais enfin, de toute façon, j'ai toujours dit ce que j'avais à dire et je continuerai à le faire. Il faut bien considérer que le rugby est un combat et ce ne sera jamais la guerre. Il ne faut pas d'ailleurs. Mais elle pourrait devenir guerre. Avec qui? Peut-être deux pour faire la guerre. Non, une partie est parfois difficile. Oui, bien sûr. Mais enfin, je ne crois pas. Il faut que le rugby soit ce qu'il est, que les dirigeants, les joueurs fassent passer l'amitié avant tout le reste. C'est la grandeur de ce sport, je crois, l'amitié. C'est ce que nous disions tout à l'heure, la troisième mi-temps. Voilà. Cette troisième mi-temps, vous l'offrez à vos joueurs? Vous la partagez avec eux? Non, ou bien êtes-vous le dirigeant? Non, j'ai passé l'âge maintenant. Non, j'ai passé l'âge parce que de toute façon, je crois que je ne résisterai pas à tout ça. Je travaille beaucoup. Quand je vais à Paris, par exemple, pour un match international, j'ai des réunions ou des réceptions de dirigeants de joueurs pendant 2 ou 3 jours sans arrêt, pendant des heures. Si après, au lieu d'aller au lit, je vais faire la troisième mi-temps, à cette cadence, ça ne va pas durer. Alors, nous avons des dirigeants qui accompagnent les joueurs, parce que nous aimons bien quand même que... Il faut qu'ils soient surveillés? Non, mais vous savez bien, il y a des gens quelquefois qui font certaines bêtises. Moi, je peux vous dire un jour, il y en a un qui a pris la moto d'un motard de police et il faisait le tour de l'hôtel avec la moto. C'est pas agréable parce que on ne sait pas où ça va aller. C'est folklorique. C'est folklorique, mais enfin, le gars qui a eu sa moto disparaître, il est témoin de cet avis. Alors je crois qu'il faut de temps en temps quand même faire comprendre aux garçons qu'il faut s'amuser, mais qu'il y a certaines limites à ne pas dépasser. C'est rare d'ailleurs, nous n'avons pratiquement jamais d'histoire. Alors nous donnons un petit peu d'argent aux responsables, parce qu'il est normal que la troisième mi-temps ne leur coûte rien. Bon, s'ils veulent aller boire du champagne, de la bière ou même de l'eau minérale, pourquoi pas, eh bien il faut quand même... Rarement, j'espère. Oh, oui, mais enfin, je crois qu'ils n'exagèrent pas trop de ce côté-là. D'ailleurs, les jeunes, actuellement, je crois, sont de plus en plus sobres. Il y a dans le rugby une chaleur humaine. Peut-on dire qu'il y a encore un espoir de promotion sociale? Il existe, c'est sûr, c'est indiscutable. Un joueur qui a des qualités, et puis sur le terrain, il n'y a pas de raison qu'il ne les exprime pas dans la vie. Alors après, il y a une question de chance, il y a une question d'éducation, il y a peut-être une question de savoir, mais chacun peut réussir à son niveau. Bon, par exemple, le garçon qui est sorti de l'école communale, qui n'a pas de diplôme, qui n'a rien, qui un jour se trouve, par exemple, employé de mairie, qui arrive à monter dans une hiérarchie parce qu'il est sérieux, parce qu'il est vaillant, ben, il mérite autant que le gars qui a été docteur et auquel le rugby a apporté plus rapidement qu'à d'autres peut-être une clientèle. Ou le commerçant qui, par son activité, et j'en connais, vous parliez tout à l'heure d'Albaladejo, il a parfaitement réussi. Je peux vous signer, vous parlez de Popol Lassaosa de Dac, de Pierre Lacroix d'Agen, voilà des gens que je connais, à qui le rugby a apporté quelque chose. Moi, c'est exactement pareil. Je dis, le rugby, à moi, m'a tout apporté. Et je n'ai qu'une chose à dire et à penser, c'est que je voudrais lui rendre tout ce qu'il m'a apporté sous peut-être d'autres formes. Je crois que beaucoup de joueurs peuvent tenir le raisonnement que je tiens. Le rugby nous a apporté presque tout, il faut bien le dire, car autrement, nous ne serions rien. Et pourquoi n'essayerions-nous pas, par notre action et par notre, disons, désintéressement, de lui rendre ce rugby? Et le rugby à 13, enfin le jeu à 13, pardon. Comment le regardez-vous? Je le regarde plutôt d'un mauvais œil, je ne vous cache pas, mais de toute façon, j'entretiens des relations, disons, excellentes avec son président. J'ai fait une réunion la semaine dernière à Toulouse, justement, pour que nous essayions de mettre un peu d'ordre dans nos relations, car je pense que nous n'avons intérêt ni les uns ni les autres, là encore, à faire la guerre. Ce n'est pas pour ça, d'ailleurs, que je vais accepter certaines choses. Et je ne leur demande pas, d'ailleurs, non plus, de les accepter. Alors, à partir du moment, je suis pour le dialogue. Et contrairement à ce combat, je suis un homme de dialogue. J'ai fait tous les clubs tous les comités de France et de Navarre où je fais des réunions avec 200 dirigeants, je m'explique avec eux, avec les petits comme avec les grands. Je me fais quelquefois plaquer aux jambes. Je me rends aussi, il faut bien le dire. Mais pour moi, c'est un combat. Mais c'est un combat loyal. À partir du moment où on discute avec les gens, je pense qu'il en sort quelque chose. Ce qui est grave, c'est quand on refuse de discuter. Cela vous défrise encore que des joueurs aient les cheveux trop longs? Non, ça a passé, ça. Il est certain que ça a passé. Mais oui, ça a passé parce que bon, c'était pas notre image. Il est certain que la première fois que j'ai vu. C'est facile à tirer dans une partie. D'ailleurs, j'aurais joué, je leur aurais tiré les cheveux, ça c'est sûr. Oui. Bon, ça je le regrette. Moi, au commencement, je croyais que c'était pour cela, je trouvais ça très bien. Mais après, j'ai vu que c'était pour d'autres raisons. Non, mais parce que dites-donc, au début, on a dit qu'est-ce que c'est que ça. Puis Total maintenant, eh bien, qu'est-ce que vous voulez, c'est la mode. Alors, je ne veux pas changer la mode. Et on n'y fait plus d'ailleurs attention. Je pense que d'ailleurs bientôt, il va revenir
à des choses plus raisonnables. Ils vont commencer déjà, la mode va changer, j'espère. On parlait tout à l'heure des brutalités, mais il est vrai que ce n'est pas un jeu facile. C'est un jeu qui est à la fois dur et tendre et qui a parfois ses drames. On ne peut pas oublier Magendie, ça s'est mal terminé. On ne peut pas oublier Benoît Doga. Heureusement, il est revenu. Mais enfin, je crois que cela fait partie de l'histoire du rugby. Je crois qu'ils ont été importants et qu'ils ont marqué des bornes, qu'ils ont installé des étapes. Oui, il est certain que c'est un sport qui laisse quelques dégâts, mais c'est vrai partout. Je suis certain qu'il meurt tous les ans des gens qui font du ski ou des gens qui font de la natation. Plus qu'au rugby. Peut-être on en parle moins, peut-être, mais il est dramatique, effectivement, que quelquefois des garçons soient blessés, soient diminués, parce que c'est pas toujours d'ailleurs le fait d'un mauvais coup. Par exemple, Benoît Doga a été blessé tout à fait régulièrement, c'est lui en bloc à quelqu'un. Alors ça, de toute façon, c'est dramatique. Alors qu'est-ce que nous faisons? Nous essayons, dans la mesure de nos moyens, d'aider les gens ou les familles qui subissent ce genre de catastrophe. Mais nous le faisons que dans la mesure de nos moyens. Mais enfin, nous faisons quelque chose. Malheureusement, c'est l'éternel problème, on ne peut pas tout faire. Mais il nous arrive actuellement encore de donner des indemnités annuelles à des enfants de joueurs de rugby qui sont morts. Bon, il est certain que c'est pas beaucoup, mais enfin, ça prouve que quand même l'amitié et la solidarité rugbystique n'est pas un vain mot, c'est pas uniquement des racontars. Il faut d'abord se souvenir. Voilà. Et puis il y a, Albert Ferras, le rugby des villages. Vous savez, le rugby des 100 grades, ceux que vous ne visitez jamais. Il y a de très bonnes équipes de rugby dans les petits villages, dans les petites villes. Cela n'est pas assez important pour vous. Et vous vous trompez, mon cher Chancel, c'est que justement j'y vais de temps en temps. Je ne dis pas que j'y vais tous les dimanches parce que je ne peux pas, mais j'ai vu souvent des petits matchs. Je peux vous dire une chose, c'est que le rugby s'est considérablement amélioré au niveau des petites équipes. On joue beaucoup mieux au rugby maintenant dans les villages qu'on y jouait il y a 20 ans. Et les gens qui vont voir ces matchs-là sont surpris. Avant, disons, c'était le rugby béton où le ballon ne dépassait pas le demi de mêlée actuellement. Les petits clubs jouent pratiquement et dans l'esprit quelquefois aussi bien que les grands. Et vous avez une fête qui existe tous les ans, vous qui êtes béarnais. Bigourdan, c'est à côté. Béarnais, je serais Eh bien, fier, à Pau, tous les ans, il y a finale des clubs d'honneur et de deuxième division. Et il y a à peu près 10 000 spectateurs. Et c'est la fête. Et j'y étais encore l'année dernière. Ça a été formidable au point de vue tenue de rugby. Extraordinaire. Alors là, je crois que justement, les petits clubs ont fait un très très gros travail. Souhaitez-vous, Albert Ferras, qu'il y ait un jour des équipes de femmes? Du tout, je suis contre les équipes de femmes. Tant pis encore si je ne me fais pas que des amis. Misogyne encore. Je pense que le rugby, c'est pas un sport pour les femmes. Le football, c'est pas un sport pour les femmes. Il y a tellement de sports merveilleux pour les femmes. Le patinage, alors, qu'est-ce qu'elles la vont danse. chercher? Qu'est-ce qu'elles vont chercher à vouloir imiter les hommes? Alors, c'est pas possible, ça. Alors, qu'elles restent à leur place, c'est ce que vous voulez dire? J'ai pas tout à fait dit ça parce que ça y je pense, ressemble, non, hein. je n'ai pas dit ça parce que je pense que sur le plan sportif, on ne fait pas suffisamment pour les femmes. Il n'est pas pensable que, vous comprenez, au point de vue gymnastique, au point de vue danse, il y a tout un tas de sports qui doivent être des sports féminins. Or, malheureusement, il faut les moyens financiers. On ne les donne pas. Et ça, c'est regrettable. Mais par contre, je pense qu'elles n'ont rien à faire sur un terrain pour faire de rugby. Ça, même s'il y en a quelques-unes. Bon, ça les amuse. D'ailleurs, ça les amuse pas longtemps. Hein. Parce que quand elles auront joué un an ou deux, elles auront compris, ils joueront plus au rugby. Albert Ferras, le rugby vous a rendu service. Je crois qu'il a un peu aidé vos affaires, mais vous auriez pu réussir dans vos affaires sans le rugby. Vous êtes plus connu, vous êtes même très très connu, vous avez des relations, vous avez des contacts, ce qui est plus important encore que les relations. Vous avez une ambition, celle de faire triompher le rugby, et ce qui m'a plu, c'est lorsque vous avez dit « je voudrais lui rendre un peu de ce qu'il m'a donné ». C'est-à-dire, c'est le joli cadeau. On vous connaît, vous avez dit que vous ne serez jamais un homme politique, alors c'est sûr. Moi, je voudrais simplement vous remercier tous, mais autant les joueurs de rugby, même ceux que vous avez mis à côté, comme Joe Mazot, Gachassa. Non, mais j'y reviens, c'est ma marotte. Je voudrais vous remercier de ne pas être tombé dans le piège du professionnalisme, car la chose aurait pu être facile. Vous ne le pensez pas? Je suis non seulement convaincu, mais quasi certain. La plus grande des catastrophes qui pourrait arriver à notre discipline, c'est un jour de tomber dans ce travers. Et que Dieu m'en garde et que Dieu garde mes successeurs. Surtout qu'ils pensent qu'il faut que le rugby reste ce qu'il est, presque une affaire de famille. Merci Albert Ferras. Je rappelle que nous étions à Bordeaux, en direct de l'Aquitaine. Peut-être qu'il y aura demain une équipe qui s'appellera Bordeaux, non? Non, je ne voudrais pas faire de la peine à Bègle, hein. Mais vous voudriez, vous? Non, je crois pas. Je crois que le rugby, c'est dépassé. Moi, maintenant, je crois que dans les grandes villes, il faut qu'il y ait des équipes de banlieue. C'est un sport de village.
C'est plus un sport de grande ville. À partir du moment où il veut rester avec un esprit amateur, ça ne peut pas être quelque chose d'énorme, quelque chose de grand. Il faut que ça soit une multitude de petites choses bien gérées et bien menées. C'est ça la décentralisation. Je retiens votre idée, un sport